Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Sirech, cofondateur de Spotyride. Bonjour Philippe. Bonjour Ariane. Alors pour démarrer cet épisode, Philippe, on va parler de ton enfance. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle quand tu étais petit? Est-ce qu'on avait des petits signaux faibles sur vers quoi tu irais? Tout d'abord, merci. Je tenais à vous remercier pour justement l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce podcast. Et oui, effectivement, donc depuis tout petit, j'ai commencé tout petit. J'avais l'avantage d'avoir un père qui était moniteur de ski sur une station espagnole qui s'appelle Baquera Beret et qui était une station au départ où il y avait un télésiège et maintenant c'est devenu une station un peu style alpine au niveau des Pyrénées. Et donc j'ai débuté le ski à l'âge de 3 ans. Donc mon père a eu la bonne idée de me mettre sur le ski à l'âge de 3 ans. Donc c'était vraiment mes premières sensations de glisse. Et c'est parti de là. Tout est parti de là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Donc, c'est vrai qu'à partir de 5-6 ans, j'ai commencé à être dans les écoles de ski. Donc, mon père m'a donné des cours et j'ai commencé les compétitions à 6 ans. Donc, c'était vraiment super jeune. Et au niveau du ski de piste, donc au départ, il y avait pas 50 000 disciplines au niveau du ski. On avait le choix entre les piquets et les piquets. Donc, on était dans les piquets. Et donc, j'ai fait pas mal de compétitions de ski. Et c'est vrai que les piquets, ça me piquait un peu, comme on dit. Et moi, j'étais un peu foufou et je sautais un peu partout. Et donc, je suis vite passé au ski qui est un peu plus freestyle et qui est le ski de boss. Donc, le ski de boss, évidemment, ça m'a amené à faire aussi des compétitions au niveau national. Je suis pas allé sur l'international, mais j'ai quand même pu fréquenter les plus grands champions de ski de boss, comme par exemple Edgar Gros-Piron, comme Candide Tovex, enfin, toute la partie ski au niveau national et international. Et c'était un peu ce qui m'a donné l'envie de rentrer dans le sport en continuant sur ce modèle-là, en même temps que je faisais mes études, je n'étais pas super brillant non plus en études, j'étais plus la tête dans les nuages et plus sur l'extérieur. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de vivre dehors. Et ça m'a permis, pendant mon service militaire, puisqu'à l'époque, il y avait encore le service militaire, maintenant, c'est plus d'actualité, d'être instructeur ski montagne au CMP à Barèges, donc dans les Pyrénées. Donc j'ai fait un volontariat de service long parce que ça me plaisait et j'étais instructeur. Donc l'hiver, je donnais des cours de ski à tous les régiments d'infanterie de France. Et l'été, c'était plus des cours d'escalade et de montagne et d'alpinisme. Donc j'ai un diplôme de guide de haute montagne depuis l'armée avec un brevet qui s'appelait le BAM. Et c'est vrai que je suis resté dans cette partie sportive et c'est ce qui m'a amené petit à petit à essayer de bifurquer de ma carrière plus technique puisque moi j'étais parti sur des études techniques au niveau de l'électronique, parce que ça me plaisait bien aussi de toucher un peu, d'avoir les mains un peu dans le moteur, mais plus électronique. Et en même temps, je pratiquais évidemment tous ces sports à côté, et c'était un peu l'esprit compétitif qui m'animait, de compétition qui m'animait justement. Comment t'as basculé dans ta carrière professionnelle? Alors j'ai basculé. Le problème des sports, bon, le ski, oui, on pouvait en vivre, mais c'est vrai que j'ai pas fait sport-études de ski. Je passais un peu plus. Je suis passé du ski au ski nautique, du ski nautique au wakeboard, et c'est vrai que tous ces sports-là, on peut pas vraiment en vivre toute l'année. Donc on peut pas en vivre au niveau professionnellement. Donc on était obligé d'avoir un métier à côté. Et le métier que moi j'avais choisi à côté, c'était dans l'électronique. Donc je m'occupais de la protection bancaire. J'ai installé tous les systèmes de sécurité dans les banques. J'avais suivi cette formation-là et j'étais rentré dans ma première société qui s'appelait Fichet Bosch et qui s'occupait des coffres-forts. Et donc, je m'étais vraiment spécialisé là-dedans. Et en parallèle de ça, évidemment, j'avais les entraînements toutes les semaines. Je partais tous les week-ends. On partait dans les Alpes pour aller faire les compétitions parce qu'évidemment, dans les Pyrénées, quand on commence à faire du ski de freestyle, il n'y a pas de compétition. C'est arrivé bien plus tard où justement, j'en ai organisé une. J'étais dans l'organisation de la première compétition FIS de freestyle dans les Pyrénées. C'était bien avant les années 2000. Donc, ce qui m'a fait ma carrière, elle a commencé comme ça. J'étais obligé de travailler, évidemment, pour gagner de l'argent, pour pouvoir, évidemment, pratiquer mes activités sportives. Et de fil en aiguille, ça a progressé. Donc, je suis parti de la société Fichet Bosch et j'ai créé ma première société dans la sécurité bancaire, donc où j'avais 6 employés. J'avais un associé et 6 employés. Donc, on avait monté une structure et on travaillait sur l'équipement de sécurité au niveau des banques. Et après, de fil en aiguille et
avec ma carrière sportive, j'ai aussi entraîné les équipes de France de ski nautique et de wakeboard. Donc, j'étais capitaine des équipes de France. Donc, j'avais vraiment les deux casquettes en même temps, ce qui faisait pas mal d'activités dans une journée, même dans une semaine et dans le mois. Donc, mais on était quand même à fond. Et donc, j'ai entraîné les équipes de France de ski nautique et de wakeboard. Et lors d'un championnat du monde où j'ai amené les équipes en Australie, on a eu l'idée, ma première société dans l'événementiel et le magazine, c'était donc Unleash Communication, et on a eu l'idée de monter ce magazine, et ce qui m'a permis de sauter dans ma deuxième société, donc, qui était Unleash Communication. Et de fil en aiguille, en enchaînant, évidemment, Spotty Ride est arrivé au final. Là, je vous la fais courte. Hein. Et Spotty Ride est arrivé quand? Alors, en quelle année? Donc, Spotty Ride est arrivé dès mon retour des États-Unis, parce que je suis aussi, dans ma carrière professionnelle, je suis allé vivre pendant 5 ans aux États-Unis où j'ai entraîné les équipes américaines de wakeboard et je produisais le magazine en même temps. Et donc, dès qu'on est rentré des États-Unis, donc c'était 2017, on a posé le projet ici à Montpellier. Et on a réussi à rentrer en incubation puisque le projet plaisait bien sur le BIC de Montpellier, qui est un des plus gros incubateurs. Et donc, on a créé Spotty Ride. On a été incubé en 2018. En 2018, on a créé la société Spotty Ride. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, quelques chiffres? Oui, bien sûr. Donc, Spotty Ride, donc, on a créé une solution digitale qui permet de mettre en relation toutes les structures de sport et de loisirs nautiques, puisque j'étais vraiment spécialiste dans ce milieu-là, dans le milieu du nautisme, et les pratiquants. Donc, on a développé une application qui nous permet, en temps réel, de pouvoir rentrer en contact directement avec tous les responsables de structures. Donc, Spotty Ride, actuellement, à ce jour, après ces épisodes Covid et tout qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues, mais on a réussi à être résilient et à passer cette étape-là. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est 4000 structures qui sont référencées dans 37 pays au niveau des activités nautiques. On a plus de 1,5 million d'utilisateurs de la solution. Et on est en plein développement sur des nouveaux projets maintenant où on va travailler avec les plaisanciers, avec les territoires. On est vraiment sur des gros projets pour vraiment dynamiser le milieu nautique, c'est-à-dire dynamiser le tourisme grâce au milieu nautique, donc sur les territoires, sur les ports, un peu partout, et dans les terres et sur les côtes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le lancement de Spotty Ride? À quel niveau? Ah, quelque chose où à un moment donné, tu as eu peut-être, je sais pas, une grosse phase d'incubation, de développement. Peut-être que tu avais envisagé le marché d'une certaine manière et puis tu as dû complètement pivoter. Des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Au départ, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce manque de digitalisation sur les sports outdoor. Et c'était vraiment pas que les sports nautiques, c'était vraiment tout le panel des sports outdoor qui avait vraiment un problème de digitalisation. Bon, sauf dans les stations de ski où ils étaient déjà assez avancés et ils arrivaient à faire de la captation et ils arrivaient à avoir des forfaits, tout était déjà digitalisé, tout ça. Mais sur les petites structures de sport et de loisirs, qu'elles soient nautiques ou autres ou outdoor, c'est vrai que personne ne les accompagnait et c'est vrai que les responsables de structure, ils communiquaient souvent avec le Facebook quand Facebook est arrivé, Google quand il y avait Google évidemment, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop cet aspect technique derrière, cet aspect site internet, cet aspect comment rentrer dans le digital. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'était grâce à mes compétences digitales, puisque je les avais acquises, c'était voir comment je pouvais les accompagner et c'était vraiment cet aspect-là qui ressortait au départ, quoi. Alors, t'as sûrement 1000 anecdotes plus folles les unes que les autres depuis le début de ta carrière et avec tous les voyages, tous les événements auxquels tu as participé. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? C'est clair que je peux pas vous les raconter toutes parce que c'est vrai que j'en ai 1000. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai eu mon titre de champion du monde de wakeboard. Donc ça se passait à Abu Dhabi. Et donc j'ai réussi à avoir un titre, mais c'était vraiment sur le tard, c'était dans ma catégorie, en plus c'était les plus de 40 ans, mais j'ai quand même un titre de champion du monde de wakeboard évidemment, et c'était l'année où j'ai réussi à bloquer la douane
d'Abu Dhabi parce que si vous voulez aux Émirats, la douane américaine, elle est basée aux Émirats, donc elle est déportée. Plutôt que d'avoir la douane aux États-Unis, ils ont la douane aux Émirats, donc on est à Abu Dhabi. Donc moi j'arrive, évidemment j'ai mon trophée champion du monde de wakeboard, il me passe au scanner, donc il me regarde, il dit sortez le trophée du sac, donc évidemment je sors le trophée du sac, et il me dit qu'est-ce que c'est, donc je leur explique au douanier, et le douanier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous ses copains douaniers qui étaient aux autres guichets, ils disaient venez voir, il a gagné le championnat du monde de wakeboard, donc la douane a été stoppée et ils sont venus faire des photos avec moi et ça c'était vraiment super quoi. Et alors tous les potes que j'avais derrière, ça hurlait un peu parce que j'avais bloqué la douane à Abu Dhabi quoi. Allez, une autre. Oh, une autre. Une autre, c'était une année où on faisait une compétition justement de ski à la Clusaz et il y a Edgar Gros-Piron qui m'a prêté ses skis parce que je venais justement d'exploser ma fixation et j'étais vraiment donc j'avais un deuxième run et j'avais plus de skis, j'avais plus de spare ski comme on dit et donc c'est Edgar qui m'a prêté ses skis pour pouvoir faire la descente. Ça m'a pas fait gagner, mais j'étais quand même qualifié, je suis rentré dans les points, mais j'ai pas gagné. Donc ça c'est une autre anecdote assez sympa quoi. Je crois qu'on pourrait t'écouter des heures et des heures sur les anecdotes. Bon, s'il y en a une autre qui te vient en tête durant nos échanges, surtout n'hésite pas. Je vous le dirai, ouais. Ouais. Si tu regardes ton parcours, est-ce que tu as commis à un moment donné une grosse erreur? Quelle est-elle? Et qu'est-ce que tu en retiens? Je pense que les grosses erreurs, il faut vraiment y faire attention et c'est quand on monte des sociétés, c'est vraiment le choix de ses associés. Parce qu'au départ, on se dit ouais, on va monter une société avec des potes et ça va marcher tout ça. Et c'est toujours un gros problème des fois de travailler. Il faut vraiment bien choisir ses associés. Et je le regrette toujours dans ma société de communication où on avait 3 associés et je me suis vraiment fâché avec un de mes associés et qui d'ailleurs qui a fait partir l'autre associé. Donc c'est vraiment super important quand on va monter une boîte de regarder déjà de bien sélectionner ses associés et de voir comment ça peut marcher avec ses associés parce que monter une boîte c'est un mariage, on va se marier avec ses associés, c'est même peut-être pire qu'un mariage et c'est vraiment très dur après, ça marque vraiment et il peut y avoir vraiment des conséquences énormes justement sur la perte des associés. Donc il faut vraiment faire attention au choix de ses associés. Je pense que c'est ce que je regrette le plus et là, sur ma dernière boîte, évidemment, pour faire simple, je me suis associé avec ma femme, qui est ma PDG d'ailleurs, et c'est elle qui a le titre de PDG de la société. Et donc là, j'étais déjà marié avec elle, puisqu'on s'est marié aux États-Unis, puisque si on n'était pas marié, elle pouvait pas avoir de visa. Et moi, j'avais le visa O1 aux États-Unis, donc il fallait qu'on se marie pour qu'elle ait le visa. Enfin, on s'est pas marié pour avoir le visa, on s'est marié parce qu'on s'aimait aussi. Et c'est vrai que c'était pas dans mon idée de me marier au départ. C'est vrai que moi, je suis un peu un électron libre et vu toutes mes activités, j'avais du mal à me poser. Mais elle a réussi à me capturer et je l'aime et on s'aime toujours et c'est pour ça qu'on s'est marié. On s'est pas marié pour le visa. Il y avait pas. Mais c'était la bonne occasion justement de pouvoir se marier. Mais donc voilà, ce que je tiens à vraiment souligner, c'est faites attention avec qui vous vous associez parce que c'est comme un mariage, même pire. Et à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Bah après, quand on est un compétiteur, nos satisfactions, c'est plus au niveau des trophées, des récompenses, des titres, plus qu'au niveau des récompenses au niveau du travail. Mais après, je suis très content d'avoir eu aussi des récompenses avec mon travail. Donc, on a été lauréat du trophée Mercure HEC Booster. Donc, c'était un trophée qui permettait à ceux qui n'ont pas suivi les grandes écoles comme HEC, c'est-à-dire moi, de pouvoir accéder à ces cours pendant 6 mois. Donc, on a été accompagné par les meilleurs professeurs d'HEC, justement avec Spotiride, et on est sorti lauréat justement de cette promotion. On était une quinzaine au départ, et nous, Spotiride est sorti lauréat de la promotion. Donc, c'était ma première récompense. La deuxième récompense qu'on a eue, c'était lors du CES à Las Vegas, toujours avec Spotiride, où on a présenté Spotiride à Las Vegas et on a eu une récompense de l'industrie nautique américaine, c'était la WSIA, qui nous a récompensé en tant qu'innovation de l'année avec l'application. Donc ça, c'est la deuxième récompense et je suis vraiment très fier au niveau du travail. Et la troisième récompense, on l'a eu l'an dernier, donc on a eu le trophée de la TPE régionale
et départemental ici sur Montpellier, donc et région Occitanie. Et donc c'était mon 3e trophée. C'est vrai que je suis assez fier de ces trophées-là. Et ça, c'est vraiment des trophées professionnels. Comme on est assez fier de ces récompenses quand on est champion du monde, champion d'Europe, champion de France, ça fait pareil. C'est un esprit très compétiteur, que ce soit quand même sportif ou entreprise. Les trophées, on sent que c'est important, mais c'est chouette. Et justement, comment toi tu apprends un peu la résilience? Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile, quand il y a des épreuves, que ça rame? Où est-ce que tu vas chercher la force, la motivation dans ces moments-là? Où est-ce que tu te ressources? Ben sur le sport, les loisirs, sur faire des activités peut-être un peu plus calmes. Mais sinon, après, c'était vraiment les moments difficiles de ma vie, ça a été vraiment les entraînements, les périodes de remise en forme après des gros accidents, parce qu'évidemment, sur ces sports-là, il faut vous imaginer bien que j'ai fait quelques petits allers-retours à l'hôpital avec de la casse pas mal au niveau des os. Donc, mais c'est vrai que le plus gros le problème, ça a été cette espèce de Covid qui, je pense, ça m'a pas embêté qu'à moi, mais a vraiment embêté tout le monde. Et c'est là que j'ai appris, je pense, un maximum de résilience pour pouvoir maintenir la société et garder la foi, parce que au départ, on croyait que ça allait durer un mois. Mais ça a duré 2 ans, quoi. Et donc, quand on est dans les activités, heureusement, on était dans les activités outdoor déjà. Donc, ce qui nous a permis quand même de garder tout notre cheptel de followers et des gens. Et puis, on a travaillé pendant le Covid aussi, où il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, où il y avait des rayons où on pouvait faire du sport autour de chez soi. Donc, de 1 kilomètre à 5 kilomètres à 10 kilomètres. Et nous, ça, on avait réussi avec les techs de chez moi de matérialiser ces rayons, et ça permettait aux gens de savoir, quand ils avaient l'application, de savoir dans quel rayon autour de chez eux ils pouvaient faire du sport. Et nous, ça nous permettait d'informer les gens aussi sur les structures qui réouvraient, parce que les structures, elles ouvraient, elles fermaient, elles ouvraient, elles fermaient, elles ouvraient, elles fermaient. Et donc, avec l'application, ça a permis aux gens, justement, de découvrir ceux qui n'étaient pas dans les sports extérieurs, dans toutes les activités extérieures, de découvrir ces activités extérieures qui redémarraient, qui s'arrêtaient, qui redémarraient, mais ça permettait aux gens de sortir de chez eux. Donc c'est vrai que c'était de la résilience extrême et on croyait vraiment pas que ça allait durer, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ben, je pense comme pas mal, hein. Never give up, comme on dit, de pas lâcher, quoi. Enfin, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut dire à tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose en dents de scie. On est un jour on est en haut, le lendemain on est en bas, on est en haut, on est en bas, on est en haut, on est en bas. Et ce qu'il faut, c'est pas lâcher, quoi. Mais c'est comme dans le sport, dans tous les cas, si on veut arriver à un haut niveau, il faut pas lâcher. Il faut s'entraider, continuer, persévérer. Si on a mal, serrer les dents. Enfin, c'est exactement pareil, quoi. Et les sociétés, je pense que c'est pareil. C'est pour ça que je trouve que c'est assez compatible avec les sportifs de haut niveau. Et je pense que maintenant, il commence à y avoir quelques sportifs qui s'investissent et qui montent des structures et qui sont investisseurs dans des structures et qui sont là-dedans parce qu'ils ont cet esprit de pas lâcher. Et je pense que cet esprit-là, c'est le numéro 1, je pense. Et si toi, tu dois donner un conseil, ou peut-être que tu as déjà donné un conseil à quelqu'un qui était le meilleur conseil de sa vie, dans ces cas-là, quel est-il? Et si tu devais en donner un, ce serait lequel, ce Je conseil? sais pas s'il y a un meilleur conseil qu'un autre. Déjà, le fait de Ah, donner des un fois, on conseil. marque les gens, on s'en rend pas compte, on le sait a posteriori. D'ailleurs, ils nous disent, le jour où Ouais. tu m'as dit ça, ça a été un déclic. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ben déjà, le fait de donner un conseil, que la personne en face le reçoive et en fasse bon usage, c'est déjà une réussite personnelle. Et on peut lui donner tous les conseils qu'on veut. Déjà, si elle s'en sert. Mais je sais que j'aime donner des conseils plutôt bienveillants qui apportent une progression, comme mes coachings à sport au niveau des équipes ou alors lors de mes diverses participations au championnat du monde. Après, niveau business, j'écoute, je reçois plus que ce que je donne au niveau des conseils, parce que c'est vrai que, je sais pas, j'ai toujours cet envie d'apprendre et de recevoir et de recevoir. Mais j'aime bien donner aussi, hein. Il y a pas de souci à ce niveau-là, puisque en plus je donne des cours à la FIS Academy, qui est une école ici à Montpellier. Donc, et le conseil que je leur donne, moi, à mes élèves, c'est justement soyez curieux de tout.
C'est-à-dire, prenez tout ce qui s'offre à vous, prenez tout, et après faites-vous votre propre opinion de la vie, de ce qui avance, quoi. Mais soyez curieux, quoi, à la base, quoi. C'est ce qui leur manque un peu, c'est la curiosité. Maintenant, c'est vrai que les jeunes, ils reçoivent tout directement. On a un smartphone et on reçoit tout par le smartphone. On regarde des reels, enfin, on est abreuvé d'informations toute la journée, mais soyez curieux et cherchez en profondeur et intéressez-vous à tout, à tout. Il faut manger, il faut tout manger, comme on dit. Les industries du tourisme et des sports outdoor, elles ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Pour toi, c'est quoi les changements les plus frappants, ceux qui t'ont le plus marqué? Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouvelles activités qui se développent en montagne. L'hiver, mais surtout l'été, enfin l'été. Maintenant, la montagne, on va essayer de la transformer en terrain de jeu 4 saisons, quoi. Et c'est vrai que parce que du fait de la neige, on s'aperçoit. Moi, à mon époque, il y avait pas mal de neige. Et la saison d'hiver, elle durait du mois de décembre, début décembre, au 1er mai. Et je me rappelle avoir fait des fermetures de stations le 1er mai. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est au niveau des stations de ski, déjà s'il y a 2 mois de neige, c'est exceptionnel. Et alors, il faut pas en demander trop. Mais c'est vrai que toutes les activités qui vont prendre le pas sur ce qui va se passer en montagne, moi je vois de plus en plus de gens qui ont de l'appétence sur le canyoning, sur le rafting et sur tout ce qui va toucher un peu l'eau. Et il y a pas mal de stations de ski aussi qui ont monté des téléskis nautiques comme Champs-Rousse, je crois, qui a monté un petit téléski nautique sur le lac pour l'été. Et ça veut dire que les gens, ils viennent faire du wakeboard à Champs-Rousse l'été. Et donc c'est toutes ces activités-là et qui vont, je pense, être complémentaires de toutes les activités d'hiver. Mais si on veut vraiment faire évoluer les activités outdoor en montagne, il va falloir évidemment changer un peu le paradigme du ski à fond et travailler sur tout ce qui est plus randonnée, contact avec la nature, faire d'autres activités, escalade, enfin tout ce qui se fait un peu plus l'été, quoi. Est-ce que justement tu peux développer un peu cette prospective sur l'industrie de la montagne, de l'outdoor pour les 10 prochaines années? J'aimerais bien être le devin et donner la solution idéale Non, mais que voilà, tout le comment monde toi se tu jette vois? dessus, disent. Ouais. Moi, ce que Comment je, toi tu vois les choses? Moi, ce que je vois, c'est qu'on va vraiment sur tout ce qui est glisse, ça va pas se perdre. Donc, c'est vrai que les gens, qu'on glisse sur de la neige ou alors qu'on glisse sur l'eau, on arrive à retrouver ces sensations-là. Et ces sensations-là, on les a, enfin, nous, on les a eues depuis tout petit, évidemment, avec le ski, mais c'est vrai que sur l'eau, on retrouve exactement les mêmes sensations. Et ces personnes-là, il va peut-être falloir transformer des stations, enfin pas transformer, que des stations nautiques, enfin où on peut pratiquer les sports nautiques, deviennent des vraies stations comme des stations de ski. Et ça serait un peu le futur. Par exemple, on prend Arcachon. Arcachon, c'est une baie. Il peut y avoir tout un tas d'activités nautiques. Et comme les personnes viendraient sur une station de ski pratiquer plusieurs activités nautiques avec peut-être un seul forfait, on ne sait pas. Et ça peut être des innovations comme ça qui peuvent. Mais je pense plus que les gens du fait du climat qui change, fait de ce qui va se passer. De toute façon, on peut pas y couper, on pourra pas mettre le stop, même si tous on essaie de faire des efforts à notre niveau pour pouvoir le moins impacter possible ce changement climatique qui va arriver d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense qu'on va vraiment passer sur des stations nautiques et c'est peut-être le futur. Et après, voir les montagnes, les stations en montagne, comment elles peuvent évoluer sur sur cet impact-là ou de neige qui va manquer, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil de livre ou de film ou de documentaire à lire ou à regarder? Bah après des livres, j'en lis quand même quelques-uns. Et le dernier que j'ai lu, c'est celui de Reed Hastings, le créateur de Netflix justement. Et son livre, ça s'appelle La règle, pas de règle. Et donc il explique que dans une société, on peut manager et c'est nous qui faisons la règle et qui inventons justement et qui créons ces nouvelles règles et qui ne sont pas des règles, quoi. Et c'est vraiment un travail en symbiose avec tous les collaborateurs. C'est ce que j'essaie de faire avec les miens justement, et que ça soit vraiment plus une famille qu'une équipe, quoi. C'est vrai qu'on se transforme maintenant, on devient plus des familles et moi c'est ça que j'adore, c'est que de transformer mon équipe en famille et qu'on a envie tous de faire des activités, d'avancer et de prendre du plaisir en travaillant, quoi. Et ça c'est vrai, je pense que ça va être le futur, que maintenant on peut plus travailler dans les carcans d'avant, c'est terminé. Et moi je veux être aussi dedans et être précurseur pour pouvoir vraiment mettre en place le plaisir du travail, quoi. Comme moi, je travaille dans ma passion.
Donc, quand on travaille dans sa passion, évidemment, on n'a pas l'impression de travailler et ça, c'est un avantage. On peut faire 20 heures par jour, ça nous pose aucun problème. Et moi, ce que je veux, c'est un peu que les gens évoluent là-dessus. Et après, au niveau du documentaire, le dernier que j'ai vu, c'était Super Pumped. C'était justement le gros documentaire sur Uber, sur la création de Uber et sur tout ce qui s'est passé. Et je vous invite à regarder la série sur Netflix parce qu'elle est juste énorme, quoi. Et ça montre comment une start-up va chercher des fonds, qu'est-ce qui se passe dans le réel sur un start-upper, même si j'ai pas suivi cet aspect-là, mais je trouve que ces documentaires-là sont vraiment géniaux, quoi. Merci beaucoup Philippe Sirèche, cofondateur de Sporty Ride, d'avoir été notre invité dans cet épisode. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il faut être très vigilant dans le choix de vos associés lorsque vous créez une entreprise, parce que c'est pire que le mariage. Le deuxième point, ne lâchez jamais. Serrez les dents, persévérez et continuez à avancer contre vents et marées. Et enfin, le dernier point, soyez curieux de tout le temps, puis faites-vous votre propre opinion.